Merci d'être d'abord venus vraiment si nombreux. C'est un grand moment d'émotion pour les organisateurs de cette soirée, et je sais que ça l'est aussi pour vous. Donc un moment d'émotion partagée. Je suis très impressionné de cette foule. Je regrette beaucoup tous ceux qui sont dehors et qui n'ont pas pu entrer. Et dans la grande tristesse qui est la nôtre, cette foule est peut-être une sorte de réconfort. Alors l'histoire, vous la connaissez tous, c'est l'histoire d'un petit peuple vaillant qui se bat depuis des décennies contre toutes les formes de tyrannie que cette région a pu produire. C'est un petit peuple d'exception qui incarne comme aucun autre cette évidence d'un islam démocratique, soucieux des droits de l'homme, laïque, attaché à l'égalité homme-femme jusque dans les champs de bataille et sur les fronts. C'est l'histoire d'un petit peuple qui, au moment où déferle Daesh en 2014, au moment où Daesh sidère, stupéfie l'ensemble de la communauté internationale et la région, au moment où l'armée irakienne se débande devant Daesh, c'est l'histoire d'un petit peuple qui est le seul à faire front, à défendre sa terre, à défendre la région et à défendre des valeurs qui sont des valeurs partagées et qui sont les nôtres. Nous avons eu le très grand honneur, avec mes camarades Gilles Herzog, François Margolin, Camille Lotto, Olivier Jacquin, Aziz Othman qui est ici, et Ala Tayeb, nous avons eu la chance de les filmer, ces Peshmerga, au moment le plus dur de cette résistance contre Daesh, et au moment où ils étaient seuls à tenir cette position, et à la tenir pour nous tous. Et c'est donc l'histoire d'un petit peuple qui estime, qui croit, le moment venu, de donner un commencement de corps à un rêve séculaire, qui est un rêve d'indépendance. Un commencement de corps, car ce petit peuple, par la voix de son président et de son chef historique, le président Barzani, commet le crime immense d'organiser un référendum. Encore plus criminel, un référendum démocratique, un référendum exemplaire. Nous sommes un certain nombre dans cette salle à avoir été les témoins du bon déroulement de ce référendum, de sa conformité avec les règles en usage dans toutes les démocraties. Donc c'est l'histoire de ce petit peuple qui est le peuple kurde. C'est l'histoire d'un voisin, l'Irak, qui, en réponse à cette audace qui a consisté à organiser un référendum qui, dans l'esprit des dirigeants kurdes, n'était rien d'autre que le premier acte d'un dialogue, le prélude à une négociation dont tous les chefs kurdes ont dit, le président, le Premier ministre, les commandants, qu'elle durerait cette négociation, ce qu'elle devait durer, qu'elle devait aboutir à un remodelage de cette fédération irakienne et peut-être à une indépendance, mais à un rythme qui restait à déterminer. Donc à ce référendum, l'Irak, appuyé sur l'Iran, sur la Turquie, un sympathique club uni par sa volonté de casser les reins, de casser la nuque de ce petit peuple, c'est le moment où c'est l'histoire d'un pays, donc l'Irak, qui répond à ce référendum avec une violence extraordinaire et qui a stupéfié les Kurdes. Une violence punitive d'abord. Nous étions là avec Gilles Herzog à Erbil quelques jours après le référendum quand les dirigeants kurdes ont appris que l'Irak fermait l'espace aérien, songeait à fermer les frontières et songeait à transformer le Kurdistan en une espèce de gigantesque prison à ciel ouvert. Voyant que personne ne réagissait contre toute attente encore, les Irakiens ont donné l'assaut, ont attaqué et à
10 contre 1 ou 100 contre 1, ça ne se mesure même pas parce que c'est des chars américains d'un côté, les chars Abrams livrés par les États-Unis pour combattre Daesh qui se lancent à l'assaut de ces peshmergas armés de manière infiniment plus sommaire. Agression donc d'une violence extraordinaire à Kirkouk, à Jalalabad et dans le Sinjar. Et non seulement violence, non seulement punition collective, mais une volonté d'humilier le peuple kurde. On a parlé de traduire en justice les dirigeants kurdes. On a parlé de démanteler l'armée des Peshmerga. On a parlé de les faire passer sous le contrôle de l'armée irakienne. Comme dans l'Antiquité, comme dans les batailles les plus sauvages d'il y a 2000 ans, l'humiliation est allée jusqu'à la violence physique la plus ciblée. Il y a un exemple, c'est un de nos camarades qui s'appelle Arkan Sharif. C'est une sorte de peshmerga, Arkan Sharif. C'est un caméraman. On l'a connu sur le tournage de Peshmerga. Arkan Sharif, comme d'autres habitants de Kirkouk, a vu un jour une milice chiite débarquer chez lui, devant sa femme, devant ses enfants, la torturer à mort, la poignarder et la laisser au sol avec un poignard fiché dans la bouche, comme autrefois. Quand on promenait au nom du malheur aux vaincus, quand on promenait la tête des soldats vaincus au bout d'une pique. Les Irakiens ont répondu avec cette violence insensée, cette violence sans limite, digne des guerres que l'on croyait révolues. Et ce qui s'est passé alors, c'est que la communauté internationale n'a pas bougé. Vous savez cela aussi. La coalition internationale d'abord, menée par les États-Unis d'Amérique, et dont notre pays, la France, fait partie, a su, minute par minute, chacun des mouvements de troupes irakiens, a su par avance, par les moyens d'intelligence sur le terrain, par tout simplement la proximité physique, ce qui allait se produire. Il y a des témoignages absolument attestés et dont je me suis fait l'écho et qui n'ont pas été démentis. Je m'en suis fait l'écho avec beaucoup d'autres, avec la presse américaine, du patron de la brigade d'élite des gardiens de la révolution iranienne, le général Soleimani, qui, à Kirkouk, explique à un groupe de combattants peshmerga médusés qu'il allait les attaquer ici et ici et ici, devant une carte. Tout cela sur une base aérienne que nous connaissons bien, à quelques centaines de mètres d'un baraquement où sont logés des officiers, des conseillers, des forces spéciales américaines. La coalition internationale a donc laissé faire. La communauté internationale aux Nations Unies n'a pas bougé. Et quand l'ambassadeur de France, après des jours et des jours d'atermoiement, a fini par déposer le projet d'une déclaration d'abord, et puis ensuite d'une résolution, elles ont été vidées de leur substance par l'indifférence, par la lâcheté et par l'esprit de capitulation générale. Et quant au président des États-Unis d'Amérique, il a eu face à ce combat inégal entre cette armée kurde, cette armée irakienne d'abord, équipée par les chars Abrams qu'il avait lui-même livrés, et de l'autre côté, ces Kurdes vaillants mais presque désarmés, Trump a fait comme à son habitude, comme à Charlottesville au fond, comme quand les fascistes suprématistes blancs ont attaqué des femmes et des hommes de couleur. Il a dit « Je ne prends pas parti, je tiens la balance égale, j'abandonne, autrement dit en rase campagne, les plus fidèles alliés de l'Amérique dans la région ». C'est ça ce qui s'est passé, sans esprit partisan, sans vouloir plaider ni démontrer. Telle est la séquence des événements. Si nous sommes rassemblés ce soir, alors, sous l'égide de la règle du jeu, de la Fondation Daniel Mitterrand, de SOS Racisme, de l'UEJF et de l'Institut kurde, c'est pour dire, je crois, et j'espère me faire l'interprète du sentiment général de ce que vous entendrez ce soir, c'est pour dire d'abord notre révolte face à cette capitulation
que je crois réellement dans sa forme sans précédent. Dieu sait qu'on a connu, en Occident et en Europe, des capitulations. Depuis le génocide arménien jusqu'au Budapest et Prague, jusqu'à Sarajevo, on a connu des exemples de capitulation. Celle-ci me semble, par sa forme, passer en violence, en cynisme et en sophistication tout ce qu'on a connu par le passé pour une raison. C'est qu'au fond, la communauté internationale, Amérique en tête, et c'est là ce qui est, me semble-t-il, ce qui ajoute la révolte au scandale, a donné par avance blanc-seing et feu vert à l'agression. En disant à qui voulait nous entendre que ce référendum était illégitime, que les Kurdes devaient céder par avance, que s'ils s'obstinaient, que si leur tête se voulait plus dure que les canons des héritiers de Saddam Hussein, on ne pourrait rien pour eux. C'est ça qu'on a dit. On a d'une certaine manière donné au Premier ministre irakien et à ses alliés iraniens et de circonstances turques qui ont reçu le message 5 sur 5, on leur a donné permission d'assaillir et de tuer. C'est une sorte de Munich avant Munich. À Munich, il y a eu le crime, et puis on s'est couché devant le crime. Là, on l'a anticipé, on l'a autorisé. Et naturellement, par une sorte de prophétie autoréalisatrice monstrueuse, lorsque les milices chiites iraniennes ont fondu sur le peuple des Peshmerga, nous leur avons dit « on vous l'avait bien dit, maintenant débrouillez-vous ». Cela donc est révoltant. Et je crois que c'est ce qui anime ce que vous entendrez ce soir. Cela, si nous sommes là aussi, je crois, me semble-t-il, c'est parce que nous savons également, nous connaissons suffisamment l'histoire du peuple kurde, certains depuis très longtemps, comme Kendal Nezan, comme Bernard Kouchner, certains depuis un peu moins longtemps, mais assez bien aussi, et qui le connaissent par le cœur. Nous savons, je crois, que le peuple kurde n'a pas dit son dernier mot. Souvent, dans son histoire, il a plongé au fond de l'abîme. Souvent, on l'a donné pour mort, fini, retourné dans ses montagnes, d'où il ne descendrait plus jamais. Et chaque fois, dans sa longue histoire de misère et d'espérance, il a triomphé de la fatalité et du malheur. Pour ce qui me concerne, je suis convaincu que la vérité apparaîtra, que l'injustice éclatera au grand jour, que les nations occidentales s'aviseront de l'immense erreur, de la faute non seulement morale mais politique qu'elles ont commise en donnant ce blanc-seing aux milices chiites iraniennes, à ce faux État qu'est l'État irakien, cet État factice, fruit d'un caprice de diplomate anglais d'il y a un siècle et qui n'a jamais eu de vrai. On défend son intégrité, on défend son identité. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons tourné auprès des combattants de la Division d'Or, vous allez le voir tout à l'heure, on n'a pas rencontré beaucoup d'Irakiens qui nous disaient « je suis fier d'être Irakien ». On a rencontré en revanche beaucoup de Kurdes qui savaient ce qu'être Kurde voulait dire. Donc je pense, et il me semble que tous ceux que vous entendrez ce soir pensent qu'il est important, et comme vous je pense, de prendre date parce que la messe n'est pas dite, parce que ce n'est pas un requiem, parce que l'heure n'est pas au de profundis, et parce que le peuple kurde qui a prouvé si souvent dans son histoire ses capacités de résistance hors du commun, le prouvera d'une manière ou d'une autre à nouveau. Puis la dernière raison pour laquelle nous avons organisé cette rencontre, c'est pour eux, pour les Kurdes. Ils sont aujourd'hui enfermés dans leur propre pays, interdits de bouger, interdits de sortir, interdits de communication avec l'extérieur. Et je pense assez désespérés. Ils ont cru à la démocratie. Ils ont cru nos bonnes paroles quand on leur disait « vous êtes les soldats de la démocratie ». Vous êtes les sentinelles du monde libre. Ils ont cru à tout ça. Ils ont cru que nos mots avaient un sens. Et ils ont le sentiment aujourd'hui, pour un très grand nombre d'entre eux, qu'on leur disait n'importe quoi, que nous n'avons pas de parole, que l'Occident et le monde se sont parjurés.
Et il me semble, pour ceux d'entre eux que je connais, il me semble que ce sentiment-là est un sentiment de désespoir, qui ajoute le désespoir à l'humiliation de la défaite. Et je suis content que nous soyons là ce soir si nombreux, parce que je sais que la télévision kurde Rudao est là. Je sais que vous êtes nombreux, amis kurdes, qui allez répercuter au Kurdistan les propos qui seront tenus ici. Et je sais que dans cette nuit qui est en train de s'abattre sur le Kurdistan, dans cette ténèbre, je sais que chacun de vos messages sera comme une étincelle d'espoir, comme un rameau de fraternité auquel les plus désespérés de nos amis kurdes, ils ne montrent pas leur désespoir, parce qu'ils sont fiers, mais auquel ils pourront peut-être un tout petit peu se raccrocher. Voilà, donc la soirée va se dérouler de la manière suivante. Vous allez entendre successivement, dans un ordre que je ne connais pas, c'est Maria de Fransac qui l'a déterminé, vous allez entendre le Premier ministre Manuel Valls, qui est en train d'arriver à l'instant. Vous allez entendre la maire de Paris, Anne Hidalgo. Vous allez entendre l'intellectuelle et essayiste Caroline Fourest. Vous allez entendre mon camarade Bernard Kouchner, déjà nommé. Vous allez entendre Kendall Nezan. Et vous allez entendre un général, je voudrais que vous veniez, comme Ouzmi m'a dit, vous allez entendre le général Ismail Ajar, qui est un grand commandant Peshmerga, que nous avons connu dès le tournage de notre premier film, et qui a accepté de venir témoigner auprès de vous de ce qui se passe au quotidien, sur les fronts, autour d'Erbil. Et il a eu le plus grand mal, il nous le dira tout à l'heure, il a eu le plus grand mal à arriver jusqu'ici. Il a eu le plus grand mal, il a dû subir quelques-unes de ces humiliations et de ces vexations que j'évoquais tout à l'heure pour avoir la possibilité de venir témoigner aux côtés de ses amis français. Donc voilà les orateurs que vous entendrez. Avant cela, nous avons décidé, avec la Fondation Daniel Mitterrand, avec l'Institut kurde, avec la règle du jeu, avec l'UEJF, nous avons décidé de projeter le film qui s'appelle La bataille de Mossoul. Il dure 55 minutes et vous allez comprendre pourquoi. C'est un film que nous avons tourné avec ceux que j'ai cités tout à l'heure, que nous avons tourné il y a maintenant assez longtemps. Nous l'avons tourné entre novembre de l'année dernière et janvier 2017. Donc c'est un film qui sonne comme déjà, il y a très très longtemps, comme il était une fois. Mais si j'ai décidé ou accepté de vous le montrer et que ce film ouvre notre séance, c'est parce qu'en le revoyant, on s'aperçoit d'un certain nombre de choses qui, à la lumière de cette situation folle d'aujourd'hui, prennent un relief encore plus grand. On y voit la vaillance des Peshmerga, qui, dans la bataille de Mossoul, ont pris la part la plus grande, la part la plus difficile, la plus coûteuse, en hommes et en sacrifices, et qui l'ont fait avec, pardonnez-moi l'expression, mais avec un art militaire, c'est-à-dire un art de l'économie des forces et de l'économie de la vie dont la soldatesque qu'ils ont aujourd'hui en face d'eux n'a pas la moindre idée. Ça, vous allez le voir dans ce film. Vous allez voir dans ce film aussi, et je n'imaginais pas quand je l'ai tourné, et nous n'imaginions pas, quand nous l'avons monté avec François Margolin, Gilles Herzog, Aziz Othman, que ça prendrait un tel relief. Vous allez voir aussi qu'il y a 1 million de réfugiés au Kurdistan, 1 million de réfugiés arabes, yézidis, chrétiens, qui sont pris au piège comme le général Ismail Ajar, et qui sont parmi les victimes, et peut-être les plus innocentes, et les plus fragiles et les plus vulnérables des victimes de cette guerre d'agression de l'Irak contre l'entité kurde, soi-disant fédérée. Et vous allez voir dans ce film, et je n'imaginais pas encore une fois en tournant cela que ça prendrait cette importance, vous allez voir comment ces réfugiés chrétiens, par exemple, ces commandants chrétiens, à l'époque où nous tournions ce film, ne faisaient confiance qu'aux Kurdes pour leur éviter le retour des massacres, le retour des humiliations qu'ils ont connues si souvent dans le passé et qu'ils craignent aujourd'hui de connaître encore.
Parce que je sais qu'on dit ici ou là, les chrétiens vont s'accommoder de l'occupation irakienne. Je ne le crois pas. Et vous le verrez dans ce film. Puis il y a une troisième raison qui fait que je ne suis pas mécontent qu'on revoie ce film aujourd'hui, même si certains d'entre vous, pas beaucoup, mais peut-être l'ont déjà vu. Cette histoire de Kirkouk, cette terre, cette ville, ce territoire disputé, comme on dit. Vous allez voir, c'est quasiment le début du film. Il se trouve que nous étions là, avec Camille Otto, Olivier Jacquin et Ala Tayeb, au tout début de la bataille de Mossoul, le 10 ou le 11 novembre 2016. Nous étions là quand Daesh a contre-attaqué à Mossoul, à Kirkouk, a contre-attaqué à 200 km du front, dans cette ville de Kirkouk, qui est à la fois le poumon économique du Kurdistan et qui est un peu son berceau et son âme. Même si cette rhétorique m'est un peu étrangère. Mais enfin, et on a vu que ceux qui ont défendu Kirkouk, ce n'est pas l'armée irakienne, ce sont les Kurdes. Vous allez les voir, il y a une scène dans le film, et celle-là aussi, je ne pensais pas qu'elle prendrait ce relief. Les Kurdes ont sauvé Kirkouk une première fois, en 2014, quand l'armée irakienne s'est carapatée devant Daesh. Ils ont libéré Kirkouk une première fois, en 2014. Et ils l'ont relibéré, ils l'ont empêché de retomber sous la férule de Daesh en novembre 2016. Et il se trouve que nous étions là pour le filmer. Cela en dit long sur le mensonge irakien et sur l'hypocrisie internationale, quand elle a l'air de trouver absolument normal que Kirkouk revienne sous la férule irakienne. Puis vous allez voir enfin une dernière chose, peut-être dans ce film, c'est qui me brise le cœur lorsque j'y pense rétrospectivement. Vous allez voir les dirigeants kurdes, et notamment le premier d'entre eux, qui vient de tenir sa parole, d'ailleurs la parole qu'il avait maintes fois donnée, c'est-à-dire de renoncer au pouvoir suprême, le président Barzani. Et vous verrez comment les dirigeants kurdes, à l'époque, novembre 2016, début 2017, comment à la fois ils étaient pleins d'émotions à l'idée de commencer, de donner ce corps à ce rêve séculaire, et en même temps plein d'inquiétude et d'anxiété. Regardez bien le président Barzani au milieu du film. Regardez bien le général Barzani lorsqu'il reçoit l'allégeance des commandants irakiens de la division d'or. Regardez bien le moment où les Kurdes acceptent, en bon allié de la coalition, en bons soldats d'une coalition dont ils se pensaient les frères d'armes. Regardez le moment où ils décident de passer la main. Le moment où ils décident, après avoir ouvert les portes de Mossoul, de laisser les Irakiens terminer le travail. Regardez bien. Je pense qu'ils savent déjà, au fond d'eux, que cette histoire si longue, ce siècle d'histoire qu'ils ont connu, semé de tellement de massacres, de cruauté et d'humiliation réparée, comment ce siècle-là n'est pas fini. La bataille de Mossoul, je crois, le film, je crois qu'il montre aussi cela. Voilà, donc vous allez voir ce film et ensuite donc vous entendrez Manuel Valls, Anne Hidalgo, Bernard Kouchner, Caroline Fourest, Kendall Nezan et le général Ismail Ajar qui nous a fait l'immense honneur de venir témoigner à nos côtés aujourd'hui. Merci. Soutenir ce combat, qui est un combat dans lequel Paris se reconnaît, les valeurs universelles de cette ville. Je veux dire qu'il y a déjà quelques années, j'ai appris à connaître et à comprendre le peuple kurde, à comprendre que les valeurs que porte ce peuple sont aussi les valeurs universelles, celles qui nous unissent. C'est une société de mixité, de diversité, de tolérance. Cher président de l'Institut kurde de Paris, tu es de ceux qui m'ont vraiment fait découvrir la richesse de ce peuple. J'ai approfondi cette connaissance il y a 2 ans. En novembre 2015, je suis partie à Erbil
pour comprendre, voir. J'ai été reçue par le président Barzani. Je dois dire ici que je pense à lui. Je veux lui dire mon admiration pour lui et les Peshmerga. J'ai vu cette ville d'Erbil avec un front qui était à 40 km face à Daesh. Cette ville d'Erbil où l'activité s'était arrêtée, mais pas la générosité et pas l'humanité. Une ville qui accueillait 1 500 000 réfugiés. J'ai eu l'occasion de me rendre dans les camps de réfugiés, de voir comment les habitants de Erbil ne posaient aucun problème, bien au contraire, à l'accueil de ces réfugiés. Et d'ailleurs, quand je voyais les problèmes que soulevait l'accueil des réfugiés ici en Europe et en France, j'avais un peu honte. Un peu honte parce que les situations n'étaient vraiment pas comparables. Et puis, parmi ces réfugiés, j'ai eu l'occasion de rencontrer, de discuter avec des femmes yézidis qui, certaines, ont raconté leur calvaire, le calvaire du départ de Mossoul quand Mossoul est tombé entre les mains de Daesh, la peur de ces femmes, les viols, la mort. J'ai vu des petites filles, une petite fille yézidi accrochée à sa mère, mais qui avait sans doute devant les yeux l'horreur de ce qu'elle avait vécu et qui posait avec ses yeux extrêmement froids d'une enfant de 5 ans à qui on donnait 2 ans et qui semblait questionner sur « et moi, qu'est-ce que je deviens dans ce monde-là ?» J'ai vu le courage des Peshmerga, j'ai vu le courage des Kurdes. Nous l'avons vu, on le voit aussi dans ce film. Et aujourd'hui, il n'est pas question de les laisser tomber. Il n'est pas question de considérer qu'une fois Mossoul tombé, une fois cette situation presque diplomatiquement réglée, les Kurdes seraient renvoyés à leur solitude ou à un destin tragique. Les Kurdes nous renseignent, les Kurdes nous apprennent que dans cette région du monde, nous devons les aider à faire vivre l'universel parce qu'ils portent l'universel, à faire vivre cette tolérance parce qu'ils portent cette tolérance. Je veux aussi dire que les femmes kurdes sont admirables, qu'elles combattent aussi, qu'elles sont présentes dans cette société qui est une société extrêmement ouverte. Et donc, lorsque Bernard-Henri Lévy a proposé cette rencontre là, maintenant, parce que c'est maintenant que ça se joue, c'est maintenant qu'il faut être présent, bien évidemment, au nom de cette ville qui sait ce que c'est que de résister, de cette ville qui sait ce que c'est que d'être ouvert au monde, de cette ville qui a souffert aussi du terrorisme et qui a souffert de Daesh. Dans cette ville, ici à Paris, je le dis, nous sommes à vos côtés. C'est pour ça que je n'ai pas hésité à signer cet appel, cher Bernard-Henri Lévy. Je veux saluer parmi cette assemblée beaucoup d'élus parisiens. Je veux bien sûr saluer le sénateur de Paris, Rémi Féraud, ancien maire du 10e, mais Alexandra Cordobar, maire du 10e, dans laquelle se trouve l'Institut kurde. Je veux aussi bien sûr saluer Pierre Edenbaum, maire du 3e arrondissement, et sans doute d'autres élus parisiens dans cette salle. Nous sommes aux côtés des Kurdes et nous le manifestons aussi à travers le soutien sans réserve que nous faisons à l'Institut kurde de Paris, qui est cette sentinelle bien présente dans notre ville, qui est aussi une sentinelle à l'échelle de l'humanité. Merci à vous. Merci infiniment, Madame la maire de Paris. Et je ne sais, enfin vous soupçonnez sûrement et vous savez le poids que ces mots que vous venez de prononcer auront et ont déjà, parce que je crois qu'ils sont transmis en direct par la chaîne de télévision Rudao pour tous les amis kurdes que vous avez rencontrés lors de votre voyage avec votre adjoint aux affaires étrangères, Patrick Lugman, et quelques autres. Je me souviens, nous étions là-bas au même moment. Nous étions en train de tourner Peshmerga et je sais le souvenir que vous avez laissé. Je sais ce que signifie Paris pour ces combattants, ces civils et ces femmes kurdes. Et je devine par conséquent l'écho qu'a d'ores et déjà ce que vous venez de dire au Kurdistan.
Je voudrais passer la parole maintenant au Premier ministre Manuel Valls, qui nous a fait aussi le très grand honneur et qui fait aux Kurdes le grand honneur et le grand bonheur d'être à nos côtés. Merci, cher Bernard-Henri Lévy. Difficile de prendre la parole après ce documentaire, ce film que j'ai revu avec la même émotion. Dans quelques jours, chère Anne Hidalgo, nous allons de nouveau nous souvenir des attentats du 13 novembre, ici à Paris et à Saint-Denis. Et nous commémorons évidemment ces moments difficiles pour Paris et la France, et nous nous souviendrons des victimes du terrorisme. Et parce que j'étais en responsabilité au cours de ces dernières années, comme ministre de l'Intérieur ou comme Premier ministre, je sais quel a été le prix de notre engagement contre le terrorisme et pour la défense de valeurs démocratiques, de valeurs de liberté, de fraternité, de concorde, ces valeurs que la France et les Kurdes portent ensemble depuis bien longtemps. Il y a ici ceux qui, depuis bien des années, se sont engagés auprès des revendications légitimes, des espoirs du peuple kurde. Mais au nom de ces responsabilités que j'ai exercées, et parce que nous menons et parce que nous avons dû mener cette guerre contre le terrorisme, je sais que nous l'avons menée, que nous continuerons de le mener ici en France, mais que cette guerre se mène d'abord dans votre région, se mène dans ce Proche et Moyen-Orient difficile et dans cette situation terrible, épouvantable. Et c'est la raison pour laquelle la France s'est engagée dans une coalition. Mais cette coalition n'a de sens que si elle peut s'appuyer sur ceux qui combattent au quotidien le terrorisme, cette idéologie totalitaire, l'horreur qui vient d'être décrite et qui est rappelée également dans ce documentaire réalisé. Je crois qu'on ne s'en rend pas compte et je voudrais vraiment vous remercier. Car on oublie trop souvent que la presse n'a pas accès souvent à cette guerre. Et quand elle y a accès, elle paye le prix fort, et nous le savons. Des journalistes français sont morts il y a encore peu de temps là-bas sur le terrain. Je voudrais rendre hommage, Bernard-Henri Lévy, à vous, à notre ami Gilles Herzog, à tous ceux qui ont mené ce travail et au prix de leur vie aussi. Je n'oublie pas aussi ce qui s'est passé sur le terrain. Je disais ça parce que ce combat contre le terrorisme, contre cette idéologie totalitaire, il est mené bien sûr par une coalition qui a des moyens considérables avec les grandes puissances militaires du monde. Il est mené par des hommes et des femmes particulièrement courageux qui ont souffert dans leur chair, par des combattants qu'on a laissés parfois souvent seuls, par des femmes, et je pense aux martyrs des Yézidis, aux martyrs des chrétiens d'Orient. Mais il est mené par un peuple, d'abord. Et dans toutes les chancelleries, dans tous les états-majors, dans tous les gouvernements occidentaux, nous savons la valeur et la force du peuple kurde et des Peshmerga. À chaque fois qu'il y avait une difficulté, nous savons que c'est sur eux que nous pouvions compter, pour le renseignement, mais pour combattre. Et cela a été démontré il y a un instant. Et au nom même de ce combat, de ces frères d'armes, pour reprendre votre mot, cher Bernard-Henri Lévy, nous ne pouvons pas laisser tomber aujourd'hui le peuple kurde. Au nom même de ce combat qui a été mené, bien sûr, nous pourrions rappeler depuis des années et des années ce qui se passe avec le peuple kurde. Bernard Kouchner le dira bien mieux que moi dans un instant. Mais parce que nous sommes dans un moment particulier pour le monde, parce qu'il y a des défis considérables, parce que cette bataille contre l'État islamique, et demain il prendra d'autres formes, parce que c'est les valeurs même, les valeurs universelles qui sont en cause. Nous devons ici prêter au fond le serment à travers cet appel que nous ne laisserons pas tomber le peuple kurde. Et que ceux qui ont une responsabilité, parlementaires, anciens membres d'un gouvernement, maires de la capitale de Paris, tous ceux qui sont engagés ici d'une manière ou d'une autre, nous devons dire que nous serons avec le peuple kurde. Il est toujours difficile, évidemment, de prendre des comparaisons avec
le passé, mais c'est l'invitation de Bernard-Henri Lévy il y a un instant faite à Anne Hidalgo et à moi-même qui m'invite à dire ces mots. Une des choses qui nous a évidemment dans nos familles, les uns et les autres, marqués, c'est ainsi, c'est l'histoire, c'est chaque histoire familiale, c'est quand pour des raisons X ou Y, en 1936, le gouvernement du Front populaire de Léon Blum, à sa manière malheureusement, mais n'est pas intervenu en Espagne contre le fascisme et aux côtés des républicains espagnols. Bien sûr, l'histoire, elle balbutie, elle ne se répète pas, et les comparaisons ont leurs limites. Mais au nom de cette histoire, au nom de cette histoire et de ce qui devrait à chaque fois nous unir, nous ne pouvons pas laisser le peuple kurde. Au nom du combat qui est le leur, du courage, de l'engagement, des valeurs qu'ils défendent, eh bien, c'est ce serment que nous devons prêter ici. Nous ne laisserons pas tomber le peuple kurde. Nous serons à ses côtés. Merci, cher Manuel Valls. Le serment dont parle Manuel Valls et dont a parlé Anne Hidalgo, je vous en donnerai lecture tout à l'heure, à la toute fin de notre rassemblement. C'est un appel que nous avons rédigé tous ensemble, que je vous lirai et qui sera diffusé à la fin de notre rassemblement. Je donne la parole à Bernard Kouchner. Merci. Je n'avais jamais vu ce film admirable. Pudeur, complications. Et après ces images, après la force qu'il exprime, je voudrais vous dire que la situation, et vous le savez tous, a quand même bien changé. Nous étions, il y a quelques mois, avec Kendall, avec Bernard, avec Gilles, à Irbil. Le référendum se préparait. Quelques contacts entre les partis politiques avaient lieu et tout le monde semblait d'accord. Et non seulement tout le monde semblait d'accord, mais tout le monde était d'accord. Et pour être très sommaire et parler un tout petit peu de ce qui nous lie, comme le Premier ministre l'a évoqué, il y avait eu cette formidable manifestation, 50 000, 100 000 personnes, je ne sais pas, à Souleymanié, c'est pas Irbil. C'est, si j'ose dire, de l'autre côté, et on l'a vu. Formidable démonstration en faveur du référendum. Tous les sondages dont on peut douter de la véracité précise, à la virgule près, donnaient pour tout le peuple kurde le même sentiment et la même précision d'assentiment. Et il y a eu ce référendum. Et je dois dire quand même que dès l'annonce du référendum, notre pays, la France, n'a pas manifesté un enthousiasme excessif. Et je dirais même que la façon de venir 2 jours avant le référendum qui a été annoncé en 14, nous étions en 17, a manifesté une volonté de s'y opposer en disant, en conseillant bien entendu, il n'était pas question 2 jours avant, et ce référendum avait été très bien organisé, 2 jours avant, de dire ça n'est pas le moment, c'est jamais le moment pour demander sa liberté, jamais le bon moment, et toujours le bon moment. Et donc ce référendum a eu lieu et 92,7% des participants ont accepté, et encore une fois, merci Bernard de l'avoir dit, ça n'était pas parce qu'ils allaient proclamer l'indépendance tout de suite et s'opposer à tout le monde, pas du tout, c'était le début d'une négociation. Une négociation un peu contrainte, mais enfin depuis un siècle. Je vous rappelle aussi que la France a une responsabilité historique formidable, car c'est le traité de Sèvres, en 1920, qui a évoqué et qui a même proposé, enfin c'était écrit très clairement, l'indépendance du Kurdistan après la chute de l'Empire ottoman, nous, à Sèvres. Et donc, demander 2 jours avant que le référendum ne se tienne pas était déjà, je trouve, une attitude que je dis diplomatique, comme on dit dans ce cas-là, assez méprisante. Et puis, le référendum a eu lieu avec le succès qu'on connaît.
Et à la fois Souleymaniye, énorme manifestation. Souleymaniye, c'est la ville de l'Union patriotique du Kurdistan. Irbil, c'est la ville du Parti démocratique du Kurdistan. Désolé d'évoquer ça, mais il y a eu, malgré tout, ces 92%. Et la ville de Kirkouk, dont on voit les images dans le film de Bernard et de Gilles et des autres, la ville de Kirkouk a voté, alors que c'est une ville arabe, à 84% avec les Kurdes et pour demander l'indépendance. Donc tout ça n'était pas une surprise. Alors je n'évoquerai pas les liens de la France pendant toutes les années Mitterrand, mais il faut quand même y penser. Nous avons témoigné, et Daniel Mitterrand en particulier, et très longuement et avec beaucoup de force, de ces liens et de la nécessité d'être ensemble, ces deux peuples français, avec les valeurs que ça comporte et qui ont été rappelées devant nous, mais ont-elles besoin d'être rappelées? Ces valeurs de démocratie et de liberté. Entre le peuple français et le peuple kurde, il y a eu une espèce de sentiment très fort. Il y a quelques peuples avec lesquels il y a des sentiments d'affection, d'amour. Avec le peuple kurde, il y a eu en France, et très longuement, des sentiments d'amour. Et bien maintenant, nous avons été évidemment très déçus par ce qui s'est passé à Kirkouk même. Il y a eu des trahisons, nous ne revenons pas là-dessus, mais dans la querelle et l'évolution des populations kurdes, il faut quand même souligner que cette tradition de la trahison existe. Donc maintenant, non seulement Kirkouk est retombé, alors que Kirkouk est historiquement une ville kurde. Kirkouk et tous les terrains qui avaient été, les territoires qui avaient été conquis et qu'on voit conquis avec beaucoup de responsabilité, mais d'un courage exceptionnel, tout ça a été presque dans la journée effacé. Alors ne revenons pas sur les mérites des Peshmerga. Il y en a de tous les côtés des Peshmerga. Enfin, il y a aussi ceux qui ont laissé l'armée irakienne conquérir Kirkouk sans combattre. Maintenant, que peut-on faire? Je remercie la règle du jeu et toutes les associations qui sont ici d'avoir organisé cette soirée qui ne doit pas être une soirée du souvenir, mais une soirée du combat, de la poursuite de ce combat. D'abord, il faut continuer d'aller, alors c'est difficile, mais on peut y aller en voiture, continuer d'aller au Kurdistan, ne pas les abandonner sous prétexte, bon prétexte si on veut, que le président Barzani, que l'on voit aussi dans ce film, a démissionné. Il l'avait dit, il l'a fait, mais il reste un gouvernement. Et le gouvernement de l'Irak, le gouvernement autonome de l'Irak, est dirigé par Nishvan Barzani, son neveu, et qui est le Premier ministre de ce gouvernement, et le vice-premier ministre de ce gouvernement, c'est Koubat Talabani, qui est, non pas le représentant, et encore qu'au départ il était le représentant de l'autre parti, le parti de l'Union patriotique du Kurdistan. Ceux-là dirigent encore ce Kurdistan dans les frontières qu'il avait il y a 3 ans, 4 ans, et ils sont complètement assiégés. La frontière turque est fermée, la frontière avec l'Irak est fermée également. De l'autre côté, il y a le Tigre, et de l'autre côté du Tigre, il y a le combat syrien, avec d'autres Kurdes dont nous n'avons pas le temps de parler ce soir. De tous les côtés, ils sont encerclés. L'espace aérien est fermé. Bientôt, les problèmes de nourriture se poseront. Et je vous rappelle que dans ce pays, on ne l'a pas dit assez, il y a 1,5 million de réfugiés acceptés, émis et organisés, car ces camps sont bien organisés, par le gouvernement du Kurdistan, c'est-à-dire le gouvernement de M. Barzani. Et c'est le seul pays, le seul endroit où ils peuvent se trouver en sécurité. Et c'est en
plus le seul endroit dans l'immensité, si l'on dire l'immensité, en tout cas dans tout le Moyen-Orient, où on construit en ce moment une église. Alors moi, quand je vois et les musulmans, et les yazidis, et les chrétiens, ça me fait une drôle d'impression d'ailleurs, parce que souvent c'est quand même l'histoire de leur guerre qui compte. Mais en ce moment, dans cet endroit, au Kurdistan, à côté d'Irbil, c'est là que se construisent quelques bâtiments, des universités, des écoles pour les enfants, dans le quartier chrétien. On l'a oublié très vite. Donc non seulement il faut aller au Kurdistan, mais il faut partout faire de ce sujet un sujet politique. Il y a la coalition existe, Manuel Valls l'a rappelé, nous sommes part de cette coalition. Nous sommes en ce moment, autour de Raqqa puis de Dar el-Zor, en Syrie, des combattants. Les forces spéciales françaises sont là, et au premier rang, en première ligne. Nous avons trahi les gens qui étaient les plus proches de nous. C'est toujours comme ça, les trahisons, mais quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contraindre, convaincre, et non contraindre, nous n'avons pas les moyens de contraindre, mais de convaincre que la politique, l'amitié, j'ai dit même l'amour, que nous partagions avec le peuple kurde, puisse se poursuivre dans des circonstances ou avec des moyens, avec une invention nécessaire et nouvelle. Ça s'oublie vite, vous savez, les sacrifices. Ça s'oublie vite qu'il y avait, il y a à peine 3 mois, un vrai élan de soutien au Kurdistan. Un élan formidable. Les gens savaient qui étaient les Kurdes en France. Les Français savaient qui étaient les Kurdes. Et maintenant, je crois que très vite, ça va retomber. Donc c'est à vous, mes chers amis, chacun dans votre spécialité. Voilà un drapeau du Kurdistan qui a flotté bien longtemps dans cette campagne électorale. Et bravo de l'avoir apporté avec vous. Mais enfin, c'est plus facile de le faire flotter ici que de le faire flotter au Kurdistan en ce moment, hein. Alors n'oublions pas que les populations aussi sont partagées et que les souffrances qu'elles vont endurer ou qu'elles endurent déjà ne renforcent pas l'élan patriotique, mais au contraire, risquent de l'atténuer. Et donc non seulement il faut continuer, mais il faut renforcer... L'Europe existe ou non? Je vous pose la question, mais je n'attends pas de réponse, hein. Bon. L'Europe doit aussi être convaincue que c'est une bataille qu'elle doit mener. Alors d'accord, il y a eu la Catalogne, dont d'ailleurs Manuel a si bien parlé. Ce n'est pas la même chose. Les référendums se ressemblent, se suivent, mais ne se ressemblent pas. Alors, l'Europe est empêchée, mais ça ne va pas durer éternellement. Et je vous propose, quand vous aurez lu d'ailleurs le texte que Bernard va vous lire, et qui est un vrai serment, comme tu l'as dit, un vrai engagement, un engagement, si j'ose dire, qui nous engage, hein. Ça ne va pas être facile, car l'ensemble de l'opinion publique internationale qui aimait tellement le Kurdistan s'est retourné. Enfin, l'a oublié. Après tout, je comprends que la lutte contre le Daesh, contre l'État islamique, soit le but de tout ce qui était engagé là-bas, et des Américains aussi. Mais je voudrais terminer en vous remerciant d'inventer un nouvel élan et une nouvelle solidarité avec les Kurdes. Je voudrais terminer en vous parlant de l'Iran. C'est une victoire de l'Iran, ce qui s'est passé. La façon dont les troupes ont été retirées à Kirkouk, qui déjà était dans la nasse iranienne, je dirais même que l'Irak est dans la nasse iranienne, hein. Alors, cette descente le long de la frontière du Kurdistan vers la Syrie de Bachar, c'est quand même aussi l'allié de Bachar. Alors je sais qu'il faut parler avec Bachar pour faire des négociations, ce n'est pas le problème en ce moment. Mais l'Iran, c'est le grand triomphateur de tout cet épisode. Ce n'est pas très bon pour la pensée honnête, hein. Voilà, il faut aussi savoir qui sont les ennemis, même quand on négocie, et surtout quand on négocie avec eux. Merci Bernard d'avoir organisé tout ça. Je vais passer la parole à Kendall Nezhan. Avant de lui passer
Kendall, Caroline et le général Ajar, si vous le voulez bien, à moins qu'il y ait problème de calendrier. Mais un mot simplement. Point d'histoire. Sur la question de la trahison, mon cher Bernard Kouchner, sur la question de la trahison, bien sûr qu'il y a eu des trahisons au sein du parti kurde à Kirkouk. Mais tu sais, l'histoire des trahisons, je ne vais pas te l'apprendre à toi, c'est une histoire qui est aussi vieille que les guerres. Il y en a partout. Depuis les guerres antiques, depuis la guerre de Sparte et d'Athènes, depuis la guerre de Léonidas contre Xerxès, les guerres, c'est toujours des trahisons. Le grand problème dans cette affaire-là, c'est pas seulement qu'il y a des commandants qui ont trahi, d'autant qu'il y a des commandants qui ont résisté. Et ça n'a pas été assez dit. Il y a, au moment où certains commandants de l'UPK cédaient les positions et livraient leurs lignes à l'assaillant, il y en avait d'autres, des commandants du PDK et de l'UPK, qui ont tenu, qui ont fait front. Le vrai problème, ce n'était pas ça. C'est que la disproportion des forces était tellement colossale entre, encore une fois, les armements lourds, les chars Abrams livrés par les Américains pour défaire Daesh et utilisés contre les Peshmerga avec les armes que vous avez vues dans ce film, que trahison ou pas trahison, les Peshmerga n'ont pas eu d'autre choix, n'ont pas eu d'autre responsabilité et n'ont pas eu d'autre honneur que, en effet, de reculer et d'attendre des jours meilleurs. Et il eût été irresponsable de leur part, je le crois très profondément, d'engager la bataille jusqu'au dernier. On n'est pas au Thermopyle, on n'est pas dans ces batailles suicidaires. Les Kurdes, ce n'est pas des hommes et des femmes qui ont le goût du martyr. Vous avez vu la bataille de Bachika, où est grièvement blessée, elle est morte depuis, cette jeune combattante. Le sens, l'économie de la vie chez les combattants kurdes est quelque chose qui, moi, en tout cas, force mon admiration. La deuxième chose sur Barzani, le retrait du président Barzani. Ça aussi, je voudrais le dire, vous le savez sûrement, pour un très grand nombre d'entre vous, mais on ne le dira jamais assez. Barzani n'a pas tout d'un coup, le président Barzani, décidé d'abdiquer, contraint par la défaite. Le président Barzani a toujours dit, depuis des semaines, depuis des mois, qu'il avait fait son temps, qu'il n'avait pas vocation à être un président à vie. Dans notre précédent film, à François Margolin, Gilles et moi, il disait « J'ai été un Peshmerga toute ma vie, je redeviendrai un Peshmerga ». C'était il y a 2 ans. Et il a juste tenu parole. C'est important de le rappeler. Et le lendemain du référendum, d'ailleurs, le 26 septembre, je l'ai interviewé pour le journal Libération et pour le Washington Post. Et il m'a dit, le lendemain du référendum, au moment où le peuple kurde tout entier était encore dans l'euphorie de la victoire démocratique, au moment où il me disait, le président Barzani, il me citait le mot d'un président de la République française en 1918 disant « Le jour de l'armistice, c'est le plus beau jour de ma vie, je peux mourir », c'est dans l'entretien de Libération. Il avait le sentiment d'une telle victoire, d'une telle joie, d'une telle mission accomplie que ce jour-là encore, il m'a dit, c'est la fin de l'interview de Libération, maintenant, le temps est venu de passer la main à de jeunes générations, ma journée est faite, ma mission est terminée. Donc, arrêtons avec le mythe d'un président Barzani qui aurait cédé en race campagne et qui aurait abdiqué honteusement. Cela n'est pas exact. Et un troisième point d'histoire que je voudrais rappeler aussi en complément de ce que vient de dire Bernard Kouchner. C'est vrai que l'histoire des Yézidis, des chrétiens et des Kurdes et des musulmans dans cette partie du monde, c'est une guerre marquée par des épisodes d'une grande cruauté. Mais ce qui crève le cœur, ce qui fait mal, ce qui est terriblement triste, c'est que précisément ces dernières années et ces derniers mois étaient en train de voir une vraie réconciliation et une vraie fraternité des cœurs et des âmes. La scène qu'il y a dans ce film, dans les ruines de Bachika, où on voit les dignitaires des
3 religions. Il manquait que les juifs. Enfin, ils étaient représentés d'une autre manière dans ce moment-là, où on les voit marcher ensemble dans les ruines de leur ville. C'est d'une importance extrême. Ça veut dire précisément que le Kurdistan était entré sur ce point-là dans une nouvelle phase de son histoire. Et c'est ça qui a été, non pas brisé, parce que je crois que la fraternité des cœurs, elle n'est jamais brisée. Quand cette belle mécanique vertueuse s'enclenche, c'est pour longtemps. Mais enfin, elle a été enrayée et stoppée. Voilà, je voulais dire ça en complément et en appui de ce que vient de dire Bernard Kouchner. Et je passe la parole au directeur de l'Institut kurde, Kendal Nezhan, qui a beaucoup contribué à ce que cette soirée soit le théâtre de cette grande et belle mobilisation dont je sais encore une fois qu'elle fait chaud au cœur de tous nos amis kurdes qui nous suivent en ce moment même, à Erbil. Merci beaucoup Bernard. Merci à vous tous d'être présents si nombreux. Ça nous fait vraiment très chaud au cœur dans ces moments difficiles pour le peuple kurde. Je voudrais en particulier remercier Madame la maire de Paris, chère Anne Hidalgo, Monsieur le Premier ministre Manuel Valls, Monsieur le sénateur de Paris Rémi Féraud, Madame la maire du 10e, Alexandra Cordova, Madame Louise Baudouin, ancienne ministre de la Culture du Québec, et oui, qui a tenu à venir ici, et de nombreux élus qui sont là également, que je ne vais pas tous citer. Donc, par votre présence, vous montrez que les Kurdes ne sont pas seuls, que certes les États les ont un peu abandonnés, mais on espère que c'est provisoire, qu'ils ont de nombreux amis et qu'ils ont connu des épreuves infiniment plus difficiles dans le passé et ils ont toujours eu l'énergie de rebondir. Et je suis sûr qu'ils vont rebondir à nouveau parce qu'ils contrôlent encore toute la région du Kurdistan, les 3 gouvernorats qui étaient leurs frontières jusqu'à il y a 3 ans. Donc là, ils les protègent. Et dans le reste, ils continuent de résister puisqu'ils ont, par leur résistance, imposé à l'Irak un cessez-le-feu il y a 3 jours vers la frontière de la Turquie. J'aimerais, pour compléter tout ce qui a été dit, peut-être répondre à quelques questions qui se posent régulièrement. Pourquoi est-ce que les Kurdes ont organisé un référendum? Et pourquoi en ce moment-là? Et est-ce que c'était légitime? Eh bien, cette décision de référendum avait été prise dès 2014 lorsque le gouvernement irakien a cessé de verser au Kurdistan sa dotation financière en privant ainsi toute une population des moyens de vivre. C'était le Premier ministre Maliki. Les Kurdes, en 2003, quand ils ont accepté de faire partie du processus de reconstruction de l'Irak, ils l'ont fait conditionnellement. Et cette condition était inscrite dans le préambule de la constitution irakienne. L'Irak est une union libre de peuples et de territoires unis par ce pacte fondateur. Les Kurdes ont toujours dit, si la constitution est respectée, on fera partie de l'Irak. Mais quand on dit union libre, ça veut dire aussi qu'on peut partir de cette union quand le pacte fondateur n'est pas respecté. Et la constitution irakienne n'a pas été respectée. Il y a 55 sur les 144 articles de cette constitution qui ont été systématiquement violés par le gouvernement central. Vous pouvez voir sur le site de l'Institut le relevé de ces articles et les explications. Alors, quand on fait partie d'un État fédéré, que la Constitution n'est pas respectée, que la Constitution prévoit, par exemple, la création d'une Cour constitutionnelle, la création d'un Sénat pour équilibrer le pouvoir du Parlement qui est à domination chiite, le Sénat devant représenter les territoires, que la dotation de 17% pour les régions kurdes, qui est constitutionnelle, qui n'est pas respectée, la Constitution interdit formellement l'existence des milices. Et on crée, à partir d'un fatwa d'un ayatollah, des milices qui sont financées par le gouvernement central. Le recours à la force pour régler des problèmes politiques
intérieur est formellement interdit par la Constitution. Mais le gouvernement central l'a fait. Par ailleurs, cette Constitution-là prévoyait dans son article 140 la tenue d'un référendum sur le statut des territoires dits disputés, c'est-à-dire des territoires à majorité kurde qui sont détachés administrativement de la région autonome du Kurdistan. Ce référendum devait avoir lieu, d'après la Constitution, avant la fin 2007. Il n'a pas eu lieu. Les Américains qui se portaient garants, et ça c'est l'ambassadeur Ford qui l'a écrit récemment, donc vous pouvez le consulter sur le site de l'Institut, il dit les Irakiens n'ont pas respecté les dispositions essentielles de cette Constitution. Nous avons fait des efforts, mais nous n'avons pas tenu nos promesses ou nous n'avons pas pu les tenir. Ça, c'est l'ambassadeur américain Ford, qui n'est pas particulièrement kurdophile, qui l'a écrit à plusieurs reprises, et dernièrement, il y a encore 3 jours, sur le site Atlantico. Donc, alors, que fait-on quand il y a cette rupture de contrat fondateur? Les Kurdes ont dit on prend notre destin en main. Et c'est pour ça que la décision de référendum a été prise. Elle devait avoir lieu en 2014. Il y a eu l'offensive de Daesh. Les alliés ont demandé qu'on le reporte d'une année à l'autre. Et finalement, ça a été organisé en 2017. Pourquoi en 2017? Parce qu'en décembre 2016, le chef des milices chiites a déclaré publiquement « Après Daesh, notre objectif, c'est le Kurdistan. » C'est le Kurdistan. Et donc, les Kurdes ont compris aussi, lors de la planification de la guerre contre Daesh, ils insistaient beaucoup pour que la bataille commence par la ville de Hawija, qui est à 40 km de Kirkuk et qui est une localité arabe qui servait de fief, de forteresse pour les gens de Daesh. L'Irak n'a pas accepté. L'Irak a voulu commencer par la bataille de Mossoul et le projet était clair. Après Mossoul, l'Irak allait masser ses troupes face à Hawija et ensuite utiliser, une fois Hawija tombé, utiliser ces mêmes troupes pour attaquer Kirkuk. Donc ce projet-là étant aussi clair, les dirigeants kurdes ont utilisé la dernière fenêtre d'opportunité, c'est-à-dire avant la bataille de Hawija, pour organiser ce référendum afin d'établir une légitimité démocratique dans ces territoires dits disputés. Et le référendum, nous en sommes tous témoins, dans un pays en guerre. Moi, j'ai accompagné l'ancien ministre de l'Intérieur du Québec dans le bureau de vote en disant « vous savez comment s'organisent les élections ». Eh bien, ça s'est fait d'une manière extrêmement transparente et démocratique. Et dans les provinces dites disputées, une partie des Arabes et des Turkmènes aussi ont voté en faveur de l'indépendance du Kurdistan, non pas par amour des Kurdes, mais simplement ils ne voulaient pas de retour du gouvernement central irakien qui, pour eux, c'était avant l'arrivée des Kurdes, la région n'était pas pacifiée. Donc les Kurdes avaient pacifié, il n'y avait plus d'attentats, etc. Et à Kirkuk, on l'a rappelé, il y a eu 84% de oui. Alors, tenir un référendum n'est pas interdit par la constitution irakienne. Il faut le souligner. Aujourd'hui même, la Cour fédérale irakienne, parce qu'il n'y a pas de cour constitutionnelle, on fait un recours devant la Cour fédérale, a déclaré qu'elle ne pouvait pas statuer de dire que ce référendum est anticonstitutionnel. Quand la Cour, qui est basée à Bagdad, fait preuve de courage pour dire qu'elle ne peut pas dire que c'était anticonstitutionnel, le référendum était tout à fait légitime, démocratique, transparent, d'autant qu'il n'avait pas pour objet de fixer les futures frontières du Kurdistan, mais c'était une base de négociation. Le Premier ministre irakien, on était sur place, a déclaré à plusieurs reprises que l'Irak n'utiliserait pas la force militaire contre les Kurdes qui ont été si vaillants dans la libération de Mossoul. Le grand ayatollah Sistani a déclaré que le conflit entre Erbil et Bagdad devait être réglé pacifiquement. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là qu'on revient effectivement aux ambitions de l'Iran. Chercher vraiment l'Iran dans l'organisation de cette offensive. Ça n'est pas une spéculation. Vous avez un personnage qui s'appelle Mohammed Ghayepayani, qui est le chef du bureau du guide suprême.
c'est beaucoup plus important que n'importe quel ministre, parce qu'il a un accès direct au guide suprême qui est considéré comme un quasi-dieu par les chiites. Eh bien, il a déclaré le 24 octobre la décision de lancer une opération punitive contre les Kurdes têtus, je cite ces mots, hein, contre les Kurdes têtus, a été prise sur instruction du guide suprême, et c'est le général Qassem Soleimani, qui est le proconsul de l'Iran pour l'Irak et la Syrie, a été chargé de son exécution. Donc c'est ce général-là qui a rameuté les Irakiens, les milices chiites ne répondent que devant lui, qui a organisé l'attaque contre Mossoul, mais qui a aussi organisé la trahison de quelques unités kurdes. Donc voilà, quand les miliciens arrivaient foncer sur Kirkuk dans le Humvee et les chars Abrams avec des drapeaux de Hezbollah, qui est pourtant considéré comme une organisation terroriste par les Américains, quand ces mêmes miliciens affichaient dans le bureau du gouvernement de Kirkuk le portrait, non pas du président ou du premier ministre irakien, mais de l'ayatollah Khamenei, nos amis américains qui parfois savent trouver au fin d'une ruelle, dans une voiture, la cible qu'ils recherchent, ont fait semblant de n'avoir rien vu. Donc, c'est l'Iran. Et même dans l'offensive actuelle contre le poste de Fish-Khabur, c'est une bande de territoire à l'angle des frontières turco-syro-irakiennes qui est tenue depuis 1991 par les Kurdes, qui est sécurisée. Il y a une grande offensive pour que ça tombe dans l'escarcelle du gouvernement irakien, qui n'y a aucun intérêt. L'intérêt, c'est pour les Iraniens et c'est pour les Turcs. Les Iraniens veulent établir un couloir entre l'Iran, l'Irak et vers la Syrie à travers justement ce poste frontière qui est l'unique poste frontière avec la Syrie dans la région kurde. Et deuxième avantage, faire plaisir aux Turcs, c'est-à-dire endiguer ou fermer la frontière aux Kurdes syriens qui se battent courageusement contre Daesh et qui viennent d'imposer à Daesh sa plus grande défaite en s'emparant de Raqqa. L'objectif de la Turquie, on ne le dit pas assez, qui a construit 650 km de murs le long de la frontière entre le Kurdistan turc et le Kurdistan syrien, l'objectif de la Turquie, c'est maintenant parfaire l'asphyxie des Kurdes syriens en contrôlant la seule frontière où ils avaient des moyens d'échange économique avec le reste du monde. Donc voilà le plan. Alors, est-ce que nous voulons d'une Mésopotamie, d'un Proche-Orient dominé par l'Iran chiite qui fait du panchiisme dans l'ensemble de la région? Et est-ce que c'est pour ça qu'on doit sacrifier les Kurdes? Il faut qu'on ait un projet clair au niveau, au-delà des sentiments qui ont été exprimés, il y a un enjeu géopolitique majeur. Qui va dominer, qu'est-ce qui va advenir de cette région du monde? Si nous voulons la laisser aux Iraniens, parfait, les Kurdes ont été sacrifiés, ils vont résister, ils ont l'habitude de résister, ils vont résister, mais c'est tous les pays occidentaux, nos démocraties, qui vont en payer le prix fort. Je pense que ce diagnostic-là devrait conduire nos démocraties à se mobiliser en faveur de Kurdes. Moi, je l'ai dit au Quai d'Orsay, je l'ai dit également aux conseillers du président, les Kurdes, même s'ils sont 40 millions, ils n'ont pas de voix au chapitre. Les îles Fidji, on a un siège aux Nations Unies, Malte et Islande ont des sièges. Les Kurdes qui sont 40 millions, les Kurdes d'Irak qui sont 7 millions et demi, n'ont pas de voix à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale des Nations Unies, au Conseil de sécurité. C'est la France qui doit porter notre voix en raison de tous les liens qui nous lient. Et c'est la France qui est porteuse de valeurs universelles. Elle l'a montré dans le passé, quand tout le monde commençait à désespérer de la situation. En 1991, c'est la France de François Mitterrand, et Bernard Kouchner a joué un rôle crucial dans cette résolution 688 qui a permis la création de ce territoire autonome. La France a montré par ailleurs que quand elle se mobilisait, elle arrivait à obtenir des décisions au niveau
du Conseil de sécurité. Pour ne pas terminer cette soirée sur une note de tristesse, moi, je vous invite tous à nous mobiliser pour que la France prenne l'initiative, avec l'Allemagne, avec d'autres démocraties, de saisir à nouveau le Conseil de sécurité et de venir à l'aide aux Kurdes. Aider les Kurdes qui se battent pour la démocratie, aider les Kurdes qui se battent pour les droits de l'homme, pour les droits des femmes, pour l'égalité des sexes, pour les valeurs universelles, c'est nous aider nous-mêmes. Pourquoi? Parce que si l'Irak sombre sous un régime chiite, où les sunnites sont déjà parfaitement aliénés et fragmentés, après Al-Qaïda, il y a eu Daesh, et demain, il y aura encore d'autres organisations terroristes qui vont venir commettre les horreurs que vous savez dans nos démocraties occidentales, parce que ce sont des pays de proximité, ce sont des pays qui sont proches, nos destins sont véritablement liés. Les Kurdes ont joué le rôle de parfait allié. Je pense qu'ils se sont fait aussi des illusions. Moi, je l'ai dit au président Barzani également, parce que tous les ministres qui défilaient là-bas ne tarissaient pas d'éloges sur le courage des Kurdes et le lien d'amitié solide. Vous êtes formidables, vous êtes ceci. Et je l'ai souvent dit, il s'agit de figures rhétoriques. Ça ne veut pas dire qu'ils vont, effectivement, le moment venu, vous soutenir efficacement. Malheureusement, ils y ont cru, parce qu'on est dans une autre époque. On a encore un code d'honneur qui impose ce qu'on appelle WEFA, c'est-à-dire fidélité ou constance en amitié. Mais on sait qu'en politique, malheureusement, ça n'existe pas. Et donc, ils s'attendaient, dans la dernière déclaration du président Barzani, il dit que le gouvernement irakien a manqué de WEFA, de fidélité, dans l'amitié qu'on avait construite contre Daesh. Les Occidentaux, ils espéraient au moins qu'il y aurait une neutralité bienveillante et qu'on ne donnerait pas un feu vert à l'Irak et à l'Iran et à la Turquie, parce que finalement, s'il n'y avait pas eu ce feu vert, jamais l'Iran n'aurait eu le courage de lancer l'offensive. S'il n'y avait pas eu cette unanimité de nos démocraties, de la coalition alliée, avec la Turquie d'Erdogan, avec le régime des ayatollahs et avec l'Irak, ces pays-là n'auraient pas eu ce courage-là. Mais ils ont dit, regardez, la communauté internationale nous soutient, donc c'est le halali, on y va. Donc voilà les responsabilités et voilà pourquoi on doit se mobiliser. Les Kurdes n'ont pas dit leur dernier mot. Comme avait dit le général, ils ont peut-être perdu une bataille, mais ils ont suffisamment d'énergie et de courage pour reprendre les choses en main. Mais ils ont besoin du soutien de l'opinion publique internationale et des démocraties. Ils ont besoin du soutien des démocraties parce que l'Iran soutient tous les mouvements chiites dans la région. L'Arabie saoudite soutient les mouvements salafistes, etc. Les seuls qui ne soutiennent pas véritablement les gens qui, sur place, portent leurs valeurs, ce sont nos démocraties qui font des grands discours. Mais malheureusement, dans l'action, comme on vient de le voir au Kurdistan, elles ne sont pas là. Alors, on est là pour le rappeler à leur devoir. Et les Kurdes comptent beaucoup sur la France pour se mobiliser, pour faire entendre leur voix au Conseil de sécurité des Nations Unies et au niveau européen pour leur venir en aide. Parce que sinon, c'est vraiment laisser la place à l'Iran et ça sera une catastrophe pour tout le monde. Voilà, merci. Merci Kendall, merci. Sur l'implication de l'Iran, dans cette affaire, sur l'implication directe de l'Iran, toutes les preuves sont là. Et je vous invite d'ailleurs à aller regarder sur le site et les réseaux sociaux de la règle du jeu, qui ont tendance à se transformer depuis quelques semaines en une agence de propagande de la nation kurde. Nous avons un nombre incalculable d'images, de preuves visuelles de la présence sur le terrain de commandants iraniens, de chefs de milices iraniennes et du général Soleimani en personne. Cela n'est pas un thème de meeting, c'est un fait, hélas, attesté. Le grand mystère, à mes yeux, franchement, Kendall, je ne sais pas si tu as une explication, le grand mystère, c'est que les milices chiites étaient déjà là, il y a 6 mois et il y a 1 an. Quand nous avons commencé avec le général Hajar, que vous allez entendre tout à l'heure, le tournage de ce film, nous les avons vus, les hommes en noir,
the men in black, of the Shia militia. We met them. We saw them. They were already there, but they did not dare. They escaped like rabbits in front of the Peshmerga and for fear of the international community. You remember that so well. So what happened today? Why did they dare now what they did not dare at this time? They had a permission. There was a green light. There was a go given by some of the democracies, if not the democracies. Et ça, c'est un immense mystère au demeurant. Car comment la même démocratie américaine, qui d'une main nous dit, à tort ou à raison, que l'Iran est le plus grand danger pour l'équilibre régional, et va même faire des discours à Riyad pour dire que l'Iran est le seul responsable du terrorisme mondial, ce qui, par parenthèse, était très excessif, comment cette même Amérique apporte à l'Iran sur un plateau d'argent le cadeau de ce Kurdistan qui était le seul obstacle, le seul verrou, le seul élément qui lui permettait d'accomplir le grand arc chiite dont l'Iran rêvait et qui irait depuis le Liban du Hezbollah jusqu'à Bahreïn. Ça, c'est un grand mystère. C'est un scandale, c'est une honte pour l'Amérique, c'est une faute morale et politique, comme je le disais tout à l'heure, considérable, parce qu'il n'est pas exclu d'ailleurs que les Américains, que l'administration américaine ait fini par s'en émouvoir et que la bande des quatre ne l'ait pas écouté, la bande des quatre, c'est-à-dire la Syrie, l'Irak, la Turquie et l'Iran, et que par conséquent la parole américaine sorte de toute cette aventure-là, fortement dévaluée elle aussi. Les Kurdes sont peut-être vaincus provisoirement, humiliés provisoirement, mais la parole américaine est affreusement dévaluée. Pourquoi a-t-elle fait ce choix-là? Franchement, je ne le sais pas. Pour moi, c'est un mystère qui devra être éclairci. Et puis, dernier mot avant de passer la parole à Caroline Forest. Kendall parlait du référendum catalan. Et ça, je voudrais quand même en dire un mot. S'il y a bien eu une imposture, s'il y a bien eu une saloperie dans le débat public en Europe, c'est cette assimilation du référendum catalan au référendum kurde. Ça, c'est vraiment dégueulasse. La façon dont la pensée expresse d'aujourd'hui, chez les politiques, et hélas aussi chez les intellectuels, et hélas aussi chez les hommes de médias, dont ils ont confondu les deux situations, et la façon dont ils ont dit aux Kurdes, attendez, c'est pas le moment de faire un référendum, parce que si on vous l'autorise à vous, comment est-ce qu'on va le refuser aux Catalans? Ça, c'est une abomination. Parce qu'évidemment, il n'y a aucun rapport, aucune espèce de rapport entre les deux situations. Un peuple, le peuple kurde, qui décide après un siècle de malheur et de génocide dans certains cas, qui décide après 15 ans de violation de la Constitution qu'il avait acceptée, qui décide donc de sortir de la prison des peuples qu'est l'Irak, parce que l'Irak est une dictature, en proie à une instabilité chronique, théâtre de meurtres quotidiens, et tout le contraire d'une démocratie. Et donc le Kurdistan a organisé ce référendum pour dire on voudrait engager le dialogue pour sortir de cette prison des peuples. Confondre ça avec un référendum où il s'agit, pour une entité constitutive de l'Espagne, de sortir d'une Espagne qui, jusqu'à nouvel ordre, est une démocratie et une grande démocratie, n'a jamais interdit l'usage de la langue catalane, n'a jamais remis en cause les règles de l'autonomie et a respecté la Constitution et les liens qu'elle prescrivait entre les entités constitutives de l'Espagne. Cette comparaison-là, cette espèce de fausse fenêtre, cette symétrie dont se sont gargarisés tant d'observateurs et d'acteurs autour de nous, ça, c'est une vraie infamie. Et si d'ailleurs le président Barzani a fait une erreur politique, peut-être, c'est d'avoir, mais évidemment, quand on vit dans l'idée de l'honneur et de la parole donnée, on ne pense pas à ça. S'il a fait une erreur politique, c'est de ne pas avoir anticipé ça. Que son référendum, qui pour lui était une histoire séculaire, qui était une étape décisive dans un rêve que son père et Mustapha Barzani et son grand-père avaient nourri, ne pas avoir en effet compris qu'il avait organisé la semaine même où
un groupe d'aventuriers tentait d'opérer un putsch en Catalogne, ça c'est peut-être son erreur. Mais qu'il ait commis cette erreur politique, lui, cette erreur tactique, ne nous a pas autorisé, ne nous autorisait pas, nous, à nous asseoir sur les principes et à tout mélanger dans un obscurantisme intellectuel et politique qui a ajouté la bêtise à la honte dans les grandes démocraties. Je passe la parole à Coraline Forest. Merci Bernard de nous donner à chaque fois ces occasions de dire ce qu'on n'a jamais d'autre endroit pour dire. Et en l'occurrence, ce soir, on avait extrêmement besoin de dire aux Kurdes à quel point on pense à vous, à quel point, quel que soit, on l'a rappelé tout au long de la soirée, quelle que soit la timidité, les pudeurs ou les lâchetés de nos gouvernants, la France, les Français continueront de penser à vous, de refuser qu'on abandonne les Kurdes, de refuser qu'on oublie la guerre que vous avez gagnée avec nous et pour nous. Et Bernard Kouchner le disait tout à l'heure, c'est une histoire d'amour qui est ancienne. Entre la France et le Kurdistan, c'est une histoire d'amour même qui se renouvelle. Il y a de nouvelles générations qui apprennent à aimer les Kurdes. Dans mon cas, je suis allée 2 fois au Kurdistan irakien avant et après la reprise de Mossoul, sur cette base militaire de Bashika, où effectivement les lignes de Daesh n'étaient qu'à 800 mètres. On pouvait entendre les combats. Et nous savions déjà que l'après serait très dur, et nous savions déjà que l'après serait peut-être le lieu des trahisons et de l'abandon. Nous y sommes. Nous sommes déçus avec vous. J'entends tous ceux qui critiquent ceux qui font. Il y a toujours beaucoup de gens qui critiquent ceux qui font. Il y a les gens qui critiquent Bernard quand il met toute son énergie à porter des causes. Il y a des gens qui critiquent ceux qui organisent des référendums quand ils sont justifiés. Et on vient de le rappeler, il y a des référendums qui ne doivent pas se confondre. Mais ces gens-là, on ne peut pas les critiquer parce qu'eux ne font jamais rien. C'est plus facile. En l'occurrence, si les Kurdes d'Irak avaient pour information et pour intuition que les zones disputées, anciennement kurdes et défendues par les Kurdes, allaient de toute façon être attaquées par les milices chiites, et qu'il y avait déjà un général iranien qui y pensait, et qu'il y avait déjà à Bagdad des gens pour s'en régaler, eh bien, alors à ce moment-là, il n'y avait qu'entre la chute de Mossoul et la chute de Raqqa que ces 92,7% pouvaient être acquis. Et ces 92,7%, ils sont acquis. Ils existent désormais. Ils existent pour tout le temps qu'il faudra pour les rendre effectifs et pour les faire vivre. C'est un trésor de l'après-guerre que nous défendrons avec vous, dont nous défendrons la mémoire. Et si nous pouvons servir à quelque chose quand on est dans cette amitié avec les Kurdes de Syrie et les Kurdes d'Irak, parce que chacun, à sa manière, s'est battu pour nous tous, c'est de faire vivre cette mémoire, c'est de faire vivre ce chiffre, c'est de faire vivre aussi cette amitié qui peut être une plateforme de réconciliation. Il y a beaucoup de blessures à apaiser, il y a beaucoup de dialogues à restaurer entre les Kurdes d'Irak et les Kurdes de Syrie, avec les Yézidis. Et faire connaître l'horreur de ce qu'a été le génocide yézidi, saluer la bravoure des hommes et des femmes qui se sont battus pour reprendre ces territoires et faire tomber Daesh. Et jamais la formule des hommes et des femmes n'avait pris une telle force. J'ai rencontré beaucoup de guerrières de toutes les tendances qui se sont battues armes à la main, qui ont littéralement terrifié Daesh et les djihadistes. C'est le plus beau cadeau d'ailleurs que les misogynes peuvent faire aux femmes. Quand ils sont à ce degré de peur, c'est vraiment que leur défaite n'est pas loin. Et aujourd'hui, Kendall l'a rappelé, le combat reste le même. La victoire que vous avez gagnée pour nous, elle est une victoire pour faire vivre des poches de lumière, des poches de démocratie, des poches de laïcité, des poches d'égalité dans une partie du monde qui passe sa vie, c'était pourtant le grenier du blé du monde, mais c'est un grenier du blé qui est devenu tellement aride à force d'essayer de tuer ces poches-là d'espoir et d'espérance que nous ne pouvons pas simplement par amitié pour vous, mais nous ne pouvons pas pour nous non plus laisser mourir ces poches-là. Et donc nous ne pouvons pas laisser l'Iran assassiner et massacrer et encercler
ni à Kirkouk, ni ailleurs, des Kurdes. Et nous ne pouvons pas laisser la Turquie d'Erdogan massacrer les Kurdes de Syrie. Et nous souhaitons de tout notre cœur que tous les Kurdes se parlent et que tous les Kurdes se retrouvent pour qu'avec vous, nous faisions que ces poches soient un jour le rêve qu'incarne le Kurdistan pour tant de gens, de cette lumière qui se maintient au milieu de l'obscurité. Merci, on reste avec vous. Merci, chère Caroline. Petite anecdote. Cela apparaissait dans le film précédent que nous avons réalisé, qui s'appelait Peshmerga, à propos des femmes. Du temps de la guerre contre Daesh, la grande terreur des combattants de Daesh était d'être tués par une femme kurde, par une combattante. Car dans leur idéologie débile, être tué par une femme leur interdisait à tout jamais et radicalement l'accès au paradis et aux quelques avantages connexes qui étaient supposés les y attendre. Voilà. Je voudrais donner la parole au général Ismail Ajar. Ismail Ajar is first of all is a very brave and ancient Peshmerga, even if he does not look old, but he's an ancient Peshmerga, fighting since decades for the freedom and for the soul of his country. Number two, he's a very high representative of the head of the Peshmerga army, participating during the war against Daesh and now to the strategy of Erbil. And number three, he is a great friend of mine. General Ismail Ajar, when we were shooting Peshmerga and the Battle of Mosul, was I don't know if he was in charge, but he did take the charge of looking after us and making sure that we were as much safe as possible. And my producer, François Margolin, who is here, his interlocutor was the General Ismail Ajar, in order to be sure that our team, and especially my brave cameraman, was safe. When our cameraman, Ala Tayeb, who was one of the three, Camille Otto, Olivier Jacquin, and Ala Tayeb, when he was heavily wounded in the car just before ours, when he was blown by a mine, the three Peshmerga died, and Allah was heavily wounded and nearly lost his shoulder. It is the General Ismail Ajar who took care of Allah Tayeb, who made possible that Allah was taken to the best hospital, then taken to France for recovery, and then back to Kurdistan in order to film at my side again the Battle of Mosul. So he is a great and valiant Peshmerga. He is a good stratege, and I have the honor, really, of being your friend and of knowing that you are my friend. I would like now to give you the mic, my dear friend. I would like you to tell us what is the situation now for the Peshmerga, how you explain this betrayal, this knife between the shoulders of the Iraqis, the betrayal by the West, and how you see your near future and the future of your people. After that, I will take the mic again for the last time in order to read the little manifesto that we, French part of this meeting, did write and will make public at the end of this meeting. Thank you, my friend. It's really my honor and pleasure to be among you. First, I wish I speak French because really I like you. You always remain as a honest friend to the Kurd. I tried to come here to Paris wearing my Peshmerga uniform, but unfortunately, the Iraqi government, which is saying we are democratic government,
they made ban on our airports. And I cannot go to Baghdad. If the Shia not kill me, the Sunni gonna kill me. So I tried to be among you in Paris in order to participate in this a very important event in this very sensitive time in order to support the Peshmerga and Kurd. So I tried everything, and thanks God, today I'm here. So by car, I went to Turkey, then from city to city, in order to go to Istanbul, then I came to Paris. What you saw today, the documentary movie, which is this one, the second movie made by Bernard Henry Levy. The first movie, it was Peshmerga documentary, and this one, Mosul documentary. Bernard made a great job. He really faced the death like the Peshmerga. This is show how the bravely Peshmerga faced the enemy, which is called ISIS. We faced ISIS not just for the Kurd. We faced ISIS for all of us. We faced ISIS for all the world. We faced ISIS for the humanitarian. We faced ISIS for democracy. We faced ISIS. Bernard, he was living with the Peshmerga. He spent more than 2 months with the Peshmerga. And he was able to show and to make those great movie about the Peshmerga. But what he saw, maybe not all the thing. Almost for 3 years, we are facing ISIS by very old weapons. We faced ISIS by our blood. This fighting, it was very costly fighting for the Peshmerga forces. It was very heavy fighting because we faced them by our blood. Just for your information, more than 2,000 Peshmerga killed in this fighting. More than 10,000 injured in this fighting. This is just the Peshmerga forces. And all of you know that ISIS made genocide against Kurdish Yazidi. They made genocide against the Christian. The population of Kurdistan, we are 5.5 million people. But during this fighting, we've been able to provide security to 10 million people. Almost 2 million people came to Kurdistan because they know Kurdistan was safe and secure area for them. We received 2 million refugees and IDPs. Just for your information, the majority of the IDPs, they are Arab, which is now they are fighting us. We thought the Iraqi government gonna say, thank you for the Peshmerga, thank you Kurdistan. But this is their mentality. This is their culture. Yesterday we faced Saddam Hussein, which is they made genocide against the Kurd. And then we faced Al-Qaeda. Then we faced Daesh, ISIS. And now we are facing PMF, Shia militia. The crime is the crime. Doesn't matter who made it or who made it. What's the differences? Unfortunately, we thought the international community gonna help the Peshmerga forces, gonna continue to support the Peshmerga forces, because we thought we are the reliable partner of the all international community for the West Syrian countries. But unfortunately, now PMF, after they made aggressive action against the KRG and against the civilian and against the Peshmerga, they are using Abrams, US-made Abrams. They are using Humvees. I made interview, I many times met with the American side, with the colonel, and with the generals. I told them, are you gave these Abrams to the PMF, Shia militia, which is illegal forces, unconstitutional forces? They said no. I told them, are you gave this Abrams and Humvees to the Iraqi army? They said yes.
I told them, are you made end user certificate with them? They said yes. I told them, how you accept you see the Shia militia PMF using your Abrams? We destroyed Abrams in Altun Kupri. All the government, the Iraqi forces, they scared how the Peshmerga destroyed our Abrams. They are international committee and US not asking how PMF used their Abrams. Really, many times, President Barzani and all our leaders and all of us, we said and continuously we are saying, if we sure that what we achieved as a Kurd in Kurdistan, the Iraqi side and the Iraqi forces and the Shia militia will accept this, we will not make a referendum. But we did a referendum because we know their action. We know their mentality. Just for your information, many times we've been asking the Iraqi government, we asked them many times to start Hawija operation, which is a small town close to Kirkuk. Always they said no, they postponed it. We know that they have a plan to do Hawija operation in the end of the fighting of ISIS, because in order to bring all their forces to attack Kirkuk and to attack Kurdistan. And they did. We made a referendum, a democratic procedure. More than 93% of the Kurdish people, the Christian, even some Arab tribes, the Kurdish Yazidi, they voted for yes for independent Kurdistan. We, as a Kurdistan government, we did not announce it that the independent. We asked the Iraqi side to start dialogue and negotiation. We expected we'll start a dialogue and negotiation. They attacked Kirkuk and Kurdistan. Unfortunately, some betrayed people helped them. What's happened in Kirkuk and Kurdistan? International conspiracy against the Kurd. Especially regional conspiracy against the Kurd. Iran, Iraq, Turkey, backed Iranian forces, PMF. They brought all their forces against the Kurd in Kirkuk. Even we were ready to face them, but unfortunately some bad people betrayed. But then later on, we faced them, we stopped them in Altun Kupri. Even there is no balance between what they have and what we have. We have an old Kalashnikov that we captured in 1991. In 2014, when the Iraqi army collapsed, they escaped. They left all their weapons behind. So more than 10 years, US and international community and NATO, they provided weapons to the Iraqi security forces. In few hours, without fighting, without reason, they disappeared. They left all their weapons and all their tanks and Humvees behind. So ISIS easily came and controlled everything. So when fighting with ISIS started again, US and international community started to provide heavy weapons to the Iraqi security forces. Then the Iraqi government, they don't have a control on the PMF. So most of the Iraqi weapons now with in the hand of PMF. Just for your information, the Iraqi side, they are saying PMF, which is Shia militia, they are legal forces. But we are saying they are illegal forces. The Peshmerga forces, by Iraqi constitution, we are part of Iraqi defense system. Never they provided the right to the Peshmerga forces. Never we received one bullet from the Iraqi government. Never we received a budget of the Peshmerga forces from the Iraqi side. So really in Iraq, just the faces change, but the mentality same. We saw Saddam, then Maliki, by one signature, when we faced ISIS,
when we received 2 million IDPs and refugees, when provided a security to the other people in the disputed area, as I said, we provided security to 10 million people, Maliki, by one signature, cut the budget of the Kurdistan. So for 12 years, the Peshmerga forces did not receive the budget. Then Maliki cut the budget of all the employees. Now the Iraqi government saying, we are implement the law and the constitution. Just for your information, if you look, when you have chance, if you look to the Iraqi constitution, Article 9, saying the government, the forces should be not used against the nation, against the people. So really, now the Iraqi government breaking the constitution, not implementing the constitution. The Iraqi constitution includes 145 articles. Before the offensive attack in Kirkuk, the Iraqi government broke 55 articles. After this attack, after this aggressive action against the Kurd and against the Peshmerga, they broke 12 more articles. So almost they are breaking half of the Iraqi constitution. We have a disputed area. By the Iraqi constitution, there is an article 140. This is like a roadmap to solve this issue. Never they implemented this article. Always they created issues for this article. This is a roadmap. So if they are choosing the articles for their interest, the article which is good for them, and they are creating issues for the other articles. Now we have a negotiation with the Iraqi side. After we faced them in Altun Kupri and in Zumar and in Makhmur, so really they are not that forces to don't be stopped. We can stop them even with very limited weapons. But really always, and we repeatedly asked for the dialogue and negotiation. We are asking to solve these issues peacefully. But everybody see they are not need a peace. Whenever see themselves strong, so you have to expect aggressive action. We helped them in order to retake Mosul, to liberate Mosul. Without the Peshmerga forces, it was very difficult for the Iraqi security forces to retake Mosul, to liberate Mosul. We helped them. We opened 3 tactical assembly areas for them in our land, which is what was liberated by the Peshmerga forces. They were very far from Mosul. If we don't open 3 tactical assembly areas for them, it was impossible to even close to Mosul. We helped them. We opened a secure corridor for them. We defeated the first and strongest defense line of ISIS in Mosul Plain. Bernard was there. We treated their soldiers in our hospitals. Then they said, we will not send medicines to your hospital. This is the Iraqi government. We are treating their soldiers in our hospital. They were not ready to send ambulances or medicine. Now we have, as I said, we have a dialogue. Even they are not ready to come with the Peshmerga, with the KRG on the table to solve the issues. But maybe the international committee or coalition forces asked them or forced them in order to come to start negotiation. But in the dialogue and negotiation, just they want to achieve what they want. This is not dialogue. They are asking to control Fish Khabur. Fish Khabur, even before 2003, it was under Peshmerga's control. So this is not acceptable. We know what's behind to control Fish Khabur. This is a very important strategic area. And also, this is a Christian area. Just for your information,
many Christian villages living there. All of them, they escaped. They left their homes because they know PMF, Shia militia, will come to this area. After they started the aggressive action against the Kurdistan, we received more than 180,000 Kurdish people. The majority, they are Kurd. They left their home again. Especially in Tus Khurmato, in Kirkuk, in Shingal, in some other area, in Zumar. PMF, they made genocide against the Kurds, especially in Tus Khurmato. They burned more than 400 houses and shops in Tus Khurmato. They killed more than 600 people. The majority, they are civilian. This is the Iraqi constitution that Iraqi government talking. We are implementing the constitution. Maybe you saw that some photos or videos how they are making the war crimes against the civilian. Just before 2-3 days, maybe you saw the cameraman, how badly they killed him by knife. But just I wanted to let you know, the Peshmerga is strong. I will assure you, the Peshmerga will remain strong. Just, it's truth, we are facing difficulties now. But really, we expect from our friends to have more support to Kurdistan, more support to the Peshmerga forces, because we believe it's our forces always use it against the terrorist organization, the extremists. The Peshmerga forces, the reliable forces in the region, for the international community and coalition forces. And we will remain the reliable forces for international community and especially West Syrian countries. But really, we are asking all the international community, especially France, to play their important role, their leading role. You are a permanent members of United Nations, of the Security Council. You don't need to wait some other countries. So let's wait some statement by this country or this country. You can play a vital role in this issue. You can stop this aggressive action by Iranian, by PMF, by Shia militia, by the Iraqi government. Because really, they are making war crimes against the civilian. The Peshmerga forces, again, I will say, will remain strong. And we will face any enemy, especially the extremists. Because always we said, we will remain to fight ISIS and we will continue to fight ISIS. Just for your information, ISIS defeated militarily. ISIS still in Iraq, in Syria, in the region. ISIS taking advantage of the issues that we are facing now in Iraq, especially in Iraq and some other countries. So the Iraqi government should understand this. Now ISIS organizing their forces. As you know, ISIS, there are thousands of foreign fighters within ISIS. Most of them from Europe, from France, from Belgium, from other countries. So really they are a threat on those countries. So let's cooperate together in order to face ISIS, in order to face Iraq, in order to stop PMF and Shia militias to don't become new ISIS. Just for your information, the Shia militia, they are more than 62 groups. The Iraqi Prime Minister saying they are illegal forces under my control. They are legal forces under my control, which is not truth. They are illegal. They are not under Iraqi Prime Minister's control. He cannot control them. And we will see. We expected
PMF will be another threat for Iraq. Even before 2-3 years, when in the beginning of the creation of PMF, we expected that PMF, it will be a big threat for Iraq. It will be a big threat for the Iraqi government, big threat for Sunni, big threat for Kurd, even big threat for Shia. If there is no Kurd, they're going to fight each other because this is their culture. Again, thank you very much. And this is really my great pleasure and honor to be among you. And thank you, Bernard. Appreciate it. Thank you. Beji, Kurdistan, Beji, Kurdistan, Beji, Kurdistan, Beji, Kurdistan. Thank you very much, my dear friend. I knew you are a great fighter. Today, I discovered another General Ajar. You nearly moved me to tears at some moments of your speech, really. And I'm sure I'm not the only one here. I think that all of those who are here tonight did hear what you said and did hear the demand which you addressed to them. For 5 of them, the 5 who spoke here, former Prime Minister Manuel Valls, Mayor of Paris Anne Hidalgo, Minister of Foreign Affairs Bernard Kouchner, my great friend, intellectual and writer Caroline Fourest, and myself, we are going to reply to what you asked her just now and to the demand you address to France. We will try modestly, the 5 of us, to answer to it by the following text, which is a sort of oath, a sort of promise, which we do to ourselves and which we address to you. I'm going to read it in French for all our friends here, but you will have an English and a Kurdish translation tomorrow. It will be released tomorrow morning. Donc je lis à votre intention à tous l'appel de Paris en faveur du Kurdistan sur lequel les 5 plus Kendall, oui, tu dois être là, je crois. Oui, voilà. Se sont accordés au cours de cette réunion. Je vous le lis et ce sera la conclusion de cette belle et pour moi assez bouleversante soirée. Un sentiment d'accablement et d'injustice extrême nous étreint et nous réunit pour lancer ici, aujourd'hui, cet appel de Paris en faveur du Kurdistan. Voilà une nation amie qui sort de 100 ans de lutte contre toutes les tyrannies. Voilà un peuple qui s'est porté 3 ans durant, seul au sol, sur 1000 kilomètres de front, contre Daesh. Voilà des femmes, des hommes qui ont accueilli 1,5 million de réfugiés, chrétiens, yézidis, musulmans, qui fuyaient l'enfer islamiste. Ce peuple, le 25 septembre dernier, s'est prononcé par un référendum démocratique et à une majorité écrasante en faveur d'une indépendance qui est son rêve séculaire. Il s'est prononcé pour l'ouverture de pourparlers avec Bagdad, dont il était bien spécifié qu'il prendrait le temps qu'il faudrait pour qu'un avenir solide, concerté, puisse se construire entre peuples constitutifs de la fédération, entre guillemets, irakienne. Mais voilà que les grandes puissances démocratiques condamnent par avance ce référendum au nom de l'intégrité territoriale de l'Irak, ce pays déchiré, désuni, chaotique, qu'elles feignent de manière incompréhensible de tenir pour une donnée intangible de l'équilibre régional. Et voilà que, fort de cette condamnation du Kurdistan par ses alliés et ses amis d'hier, les pays voisins, Irak bien sûr, mais aussi Iran et Turquie, qui tiennent les Kurdes pour un peuple décidément en trop,
décrète un embargo aérien et terrestre sur le Kurdistan, l'enferme ainsi que le 1,5 million de réfugiés dans ses frontières et que l'Irak, à l'aide de chars américains et avec l'appui de milices chiites et de pasdarans venus d'Iran, passe à l'attaque, s'empare de la zone de Kirkouk et affronte les Peshmerga jusqu'à 50 km d'Erbil, Arton Pri, dont vous parliez tout à l'heure. Nul alors ne vient au secours du Kurdistan. Nul ne condamne l'agression de ses puissants voisins, pour qui le silence de la communauté internationale est une aubaine, pour en finir avec ce trublion démocratique, ce mauvais exemple que serait un Kurdistan libre et indépendant dans une région qui cultive les régimes autoritaires et opprime ses minorités. Nul ne semble réaliser que l'Iran met un peu plus encore la main sur l'Irak et achève d'ouvrir, avec la complicité du sinistre Bachar al-Assad, le fameux corridor chiite, mon cher Aziz Othman, dont elle rêve depuis longtemps et qui a vocation à aller du Liban à Bahreïn. Trahis par certains en leur sein, abandonnés de leurs amis d'hier, que vont maintenant faire les Kurdes? Se plier à un destin funeste, redevenir sous la contrainte des Irakiens ce fantôme de nation, cette chimère sanglante, rentrer dans l'ombre, retourner dans les montagnes dont nul jamais n'a pu les chasser? Va-t-il, ce peuple fier, à la nuque raide, qui rêvait de prospérité et de modernité, qui vivait à l'heure de la démocratie, qui en avait assez de devoir vivre avec les armes à la main contre d'éternels ennemis, retrouver sa flamme et reprendre sa marche vers la liberté? Ce peuple est un ami de la France. Il a reçu depuis tant d'années le témoignage répété de notre admiration et de notre gratitude. Quand tous se détournent de lui, nous nous devons d'être fidèles à cette histoire de liberté et de grandeur. Nous avons, nous, Français, héritiers de Voltaire, de Gambetta, Zola, Dreyfus, Jean Moulin, un peuple proche de nous et qui s'est inspiré de nous. Sa flamme, la fondation Daniel Mitterrand qui contribue à nous rassembler ce soir, est là pour en témoigner, a été un peu aussi la nôtre et fait partie de l'histoire de la France et de Paris. Donc, ne laissons pas s'éteindre en nous la flamme du Kurdistan. Demandons le retrait des troupes irakiennes et des milices iraniennes qui les appuient sur la ligne où elles se trouvaient à la veille du référendum du 25 septembre. Exigeons l'arrêt des exactions, des pillages, des assassinats ciblés ou collectifs qui ravagent, depuis que les milices l'ont envahi, la ville de Kirkouk ainsi que ses environs. Plaidons pour que la coalition internationale qui a combattu face à Daesh au coude à coude avec les combattants irakiens mais aussi kurdes impose sa médiation aux frères d'armes lancés aujourd'hui dans une guerre ruineuse pour tous. Ce texte est donc signé d'Anne Hidalgo, Caroline Fourest, Manuel Valls, Kendall Nezhan, Bernard Kouchner et moi-même. Merci à vous et à bientôt.